Lors d'une visite à son ranch, le millionnaire est resté pétrifié en voyant la cavalière dompter le cheval sauvage, le même que seule sa fille montait avant de disparaître il y a 18 ans. L'aube se levait paresseusement sur le domaine de Valcourt. Les premiers rayons de soleil caressaient les vignes à perte de vue, illuminant les grappes de raisins encore perlées de rosée, dans le grand bureau du manoir principal. Armand Valcourt, 58 ans, se tenait immobile devant la fenêtre, une photographie jaunie entre les mains. Ses doigts parcouraient les contours de l'image, comme s'il tentait d'en extraire la chaleur. Sophie, sa fille de 8 ans, montait fièrement sur Aurore, une jument blanche tachetée de noir. Un sourire innocent, des yeux pétillants de vie. 18 ans, murmura-t-il pour lui-même. 18 ans aujourd'hui. La lumière matinale soulignait les rides profondes qui creusaient son visage autrefois séduisant. Des rides de chagrin, pas d'âge. Armand n'avait jamais vraiment vieilli depuis ce jour maudit. Il s'était simplement fané, comme une fleur coupée qui se dessèche lentement. Un coup discret retentit à la porte. « Entrez !» dit-il sans se retourner, glissant prestement la photographie dans la poche de sa veste. Véronique Valcourt pénétra dans la pièce, à 55 ans. La sœur d'Armand conservait une élégance sévère, presque intimidante, son tailleur gris parfaitement ajusté, son chignon impeccable, ses perles discrètes. Tout en elle respirait l'ordre et le contrôle. « Toujours debout à cette heure-ci, mon frère. » Sa voix était douce, mais son regard, lui, restait froid comme l'acier. « Tu devrais te ménager. »« Je vais bien, Véronique, comme tu voudras. » Elle déposa une pile de documents sur le bureau en acajou massif. « Les contrats pour la vente de la parcelle nord, les acheteurs attendent ta signature. » Armand se détourna enfin de la fenêtre. « Je t'ai déjà dit que je ne vendrais pas cette parcelle. » Un sourire pincé étira les lèvres de Véronique. « Armand, sois raisonnable. Cette terre n'a pas été exploitée depuis des années. C'est une perte sèche pour le domaine. » C'était le coin préféré de Sophie. Sa voix se brisa légèrement. Elle aimait y galoper avec Aurore. Véronique soupira, une expression de pitié calculée sur son visage. « Mon pauvre Armand, cela fait 18 ans, tu dois avancer. » Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. Bernard, le régisseur du domaine depuis 30 ans, se tenait dans l'embrasure, l'air embarrassé. « Monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais c'est encore Aurore. » Armand se raidit. Qu'a-t-elle fait cette fois-ci? Elle a blessé Laurent, le nouveau palefrenier, rien de grave, mais c'est la 2e fois ce mois-ci. J'avais prévenu ce garçon de ne pas s'approcher d'elle, grommela Armand. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, poursuivit Bernard en jetant un regard nerveux vers Véronique. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Cette jument est devenue impossible. Véronique intervint aussitôt. Il a raison, Armand. Cette bête est dangereuse. Il faut s'en débarrasser. Jamais. La réponse d'Armand claqua comme un coup de fouet. Aurore reste ici jusqu'à sa mort naturelle. C'est non négociable. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Tous savaient pourquoi. Aurore n'était pas qu'une jument. Elle était le dernier lien tangible avec Sophie. Le dernier témoin vivant, dans ce cas, reprit Bernard avec précaution. Peut-être devrions-nous envisager d'engager un spécialiste, un dresseur qui saurait la gérer. Armand hésita. L'idée qu'un étranger s'approche d'Aurore lui déplaisait, mais il était à court d'options. « Très bien, » concéda-t-il finalement. « Trouvez quelqu'un de compétent. » Véronique leva les yeux au ciel. « Encore des dépenses inutiles. »« C'est mon domaine et mon argent, Véronique, » répliqua Armand d'un ton glacial. « N'oublie pas que tu n'es ici que parce que j'ai accepté ton aide après. » Après l'accident, le regard de Véronique s'assombrit imperceptiblement, mais elle se contenta de hocher la tête. « Comme tu voudras, mon frère. » Une fois seul, Armand retourna à la fenêtre. De là, il pouvait apercevoir les écuries et, dans le pré adjacent, une silhouette blanche et solitaire. Aurore, toujours aussi majestueuse malgré les années, galopait seule, refusant toute compagnie équine ou humaine. Comme lui, 3 jours plus tard, une jeune femme franchissait le portail en fer forgé du domaine de Valcourt. Céline Marchand, 26 ans, portait un jean usé, des bottes de travail et une simple chemise bleu ciel. Ses cheveux bruns étaient noués en une queue de cheval pratique et son visage hâlé trahissait une vie passée en extérieur. Elle s'arrêta un instant pour contempler l'immense propriété qui s'étendait devant elle, le manoir de pierre du XVIIIe siècle,
Les rangées parfaites de vignes, les bâtiments annexes soigneusement entretenus, Bernard l'accueillit sur le perron. « Mademoiselle Marchand, nous vous attendions. Merci d'avoir fait le déplacement si rapidement. »« Je vous en prie, » répondit-elle simplement. Sa voix était douce mais assurée. « On m'a parlé d'une jument difficile. »« Difficile est un euphémisme, » soupira Bernard en la guidant vers les écuries. « Aurore est, particulière. Elle a blessé plusieurs employés. Le propriétaire y est très attaché. Mais nous sommes à bout de ressources. » En approchant des écuries, Céline aperçut Armand qui les attendait, droit comme un nid dans son costume sombre. Il semblait déplacé parmi les box et la paille, comme un livre précieux égaré dans une grange. « Monsieur Valcourt, voici Céline Marchand », annonça Bernard. Armand l'examina d'un œil critique. « Vous semblez bien jeune pour être une dresseuse expérimentée. J'ai commencé à travailler avec les chevaux à l'âge de 8 ans, monsieur, » répondit-elle sans se démonter. « J'ai grandi dans différents centres équestres. Les animaux difficiles sont ma spécialité. » Quelque chose dans ses yeux, un mélange de douceur et de détermination, sembla convaincre Armand. « Très bien, voyons ce que vous pouvez faire avec Aurore. » Ils se dirigèrent vers un enclos isolé, où la jument blanche se tenait à l'écart. Méfiante, dès qu'elle aperçut des humains, ses oreilles se plaquèrent en arrière. « Elle a toujours été nerveuse, » expliqua Armand. « Mais depuis l'accident, elle est devenue impossible. Elle n'accepte personne sur son dos. » Céline observa l'animal en silence. « Quel accident ?» demanda-t-elle doucement. Une ombre passa sur le visage d'Armand. « Ma fille. Elle a disparu lors d'une promenade à cheval il y a 18 ans. Aurore est revenue seule, affolée. Sophie n'a jamais été retrouvée. » Céline hocha la tête, compatissante. « Je comprends mieux. » Sans ajouter un mot, elle ouvrit la barrière et s'avança lentement dans l'enclos. Aurore renâcla, agitée. « Faites attention, » avertit Bernard. Elle mord et rue sans prévenir. Mais Céline ne semblait pas inquiète. Elle s'approcha pas à pas, parlant doucement à la jument. Et puis, à la stupéfaction d'Armand, elle commença à chantonner, une mélodie simple, presque une berceuse. Le monde sembla s'arrêter. Armand sentit son cœur manquer un battement. Cette chanson, c'était impossible. C'était la berceuse qu'il chantait à Sophie chaque soir avant qu'elle ne s'endorme. Une mélodie qu'il avait composée lui-même. Plus incroyable encore, Aurore réagit immédiatement. Ses oreilles se redressèrent. Elle s'approcha de Céline, reniflant ses mains, puis baissa la tête en un geste de soumission que personne n'avait vu depuis 18 ans. Avec des gestes fluides, Céline passa une main sur l'encolure de la jument. Puis, d'un mouvement souple, se hissa sur son dos, à nu, sans selle ni bride. Aurore ne broncha pas. Une larme silencieuse coula sur la joue d'Armand. « Qui êtes-vous » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Céline tourna vers lui un regard intrigué. « Céline Marchand, monsieur, du village de Saint-Rémy. » Mais quelque chose en Armand s'était éveillé. Une étincelle d'espoir qu'il croyait éteinte à jamais, car en regardant cette jeune femme monter sur Aurore, il avait vu, l'espace d'un instant, le fantôme de sa fille disparue. La nouvelle de l'exploit de Céline se répandit comme une traînée de poudre dans tout le domaine. En quelques heures, chaque employé du domaine de Valcourt chuchotait à propos de cette jeune femme qui avait réussi l'impossible. Dompté Aurore, pendant ce temps, dans le bureau principal du manoir, Armand Valcourt faisait les 100 pas. Son esprit tournait à plein régime. Incapable de trouver une explication logique à ce qu'il avait vu. « C'est absurde », marmonna-t-il pour lui-même. Complètement absurde. Comment cette inconnue pouvait-elle connaître cette berceuse? Une mélodie qu'il avait lui-même composée pour Sophie, que personne d'autre ne connaissait. Un coup à la porte interrompit ses réflexions. « Entrez !» lança-t-il. Bernard apparut, l'air visiblement satisfait. « Monsieur, j'ai préparé le contrat pour mademoiselle Marchand. Souhaitez-vous le réviser avant que je le lui propose ?» « Elle a accepté de rester », demanda Armand. Surpris ? « Oui, monsieur. Je lui ai offert le poste de dresseuse principale, avec la responsabilité spécifique d'Aurore. Elle semblait étonnamment enthousiaste. » Armand s'approcha de la fenêtre, observant les écuries au loin. Où est-elle maintenant ? Toujours avec Aurore. « Monsieur, elles ne se sont pas quittées depuis ce matin. »« Bien, » murmura Armand. « Très bien. » La porte s'ouvrit à nouveau, sans frapper cette fois. Véronique entra, son regard inquisiteur passant de Bernard à son frère. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»
Tout le domaine est en effervescence à propos de cette palefrenière, dresseuse, corrigea Bernard, et elle vient d'accomplir un miracle avec Aurore. Véronique balaya l'information d'un geste agacé. Peu importe, Armand. Les représentants de la maison Dubois sont arrivés pour la dégustation. Ils attendent dans le salon. Tu étais censé les accueillir il y a 20 minutes. Armand sembla émerger d'une transe. Reporte le rendez-vous, Véronique. Pardon. Le visage de sa sœur se figea dans une expression d'incrédulité. Ces gens ont fait 3 heures de route pour... J'ai dit. Reporte. La voix d'Armand ne laissait place à aucune discussion. J'ai quelque chose de plus important à faire. Sans attendre de réponse, il quitta le bureau, laissant derrière lui une Véronique stupéfaite et un Bernard mal à l'aise, au box d'Aurore. Céline brossait doucement l'encolure de la jument, lui murmurant des mots d'encouragement. L'animal, habituellement si nerveux, se tenait tranquillement, comme apaisé par la présence de la jeune femme. « Tu es une beauté, toi !» chuchotait Céline. « Qu'est-ce qui te rend si triste, hein ?» Elle s'arrêta soudain, frappée par une sensation étrange, comme si elle avait déjà vécu ce moment, comme si ses mains connaissaient déjà le contact de ce pelage particulier. « C'est étonnant », dit une voix derrière elle. Céline se retourna vivement. Armand se tenait dans l'embrasure du box, l'observant avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « Monsieur Valcourt, je ne vous avais pas entendu arriver. Appelez-moi Armand, » répondit-il en s'approchant lentement. « Après tout, vous venez d'accomplir ce que personne n'a réussi en 18 ans. Vous avez gagné ce droit. » Céline sourit timidement. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Parfois, les chevaux ont juste besoin de... cette chanson. » L'interrompit Armand. « Celle que vous fredonniez, où l'avez-vous apprise ?» La question sembla déstabiliser la jeune femme. Elle fronça les sourcils, comme si elle cherchait la réponse au fond de sa mémoire. « Je ne sais pas vraiment, » admit-elle finalement. « C'est une mélodie qui m'a toujours accompagnée. Je la chante instinctivement quand je travaille avec des animaux nerveux. Vous ne vous souvenez pas qui vous l'a apprise ? » ?»« Non. » Céline caressa doucement le museau d'Aurore. « J'ai grandi dans un orphelinat, vous savez. Peut-être qu'une des sœurs l'a chantée. » Armand sentit son cœur s'accélérer. « Un orphelinat ? Bernard m'a dit que vous acceptiez le poste, » dit-il, changeant délibérément de sujet. « J'en suis ravie. Vous aurez un logement ici. Bien sûr. Il y a une petite maison près des écuries qui conviendra parfaitement. C'est très généreux, » répondit Céline. « Mais monsieur, Armand, puis-je vous demander quelque chose ? Bien sûr. Qu'est-il arrivé exactement à votre fille ? Si je dois travailler avec Aurore, je devrais peut-être comprendre pourquoi elle est si traumatisée. » Une ombre passa sur le visage d'Armand. Il s'appuya contre la porte du box. Soudain plus vieux, plus fatigué. Sophie avait 8 ans. Elle adorait monter à cheval, surtout Aurore. Ce jour-là, elles sont parties pour leur promenade habituelle dans la forêt qui borde le domaine au nord. Sa voix tremblait légèrement. 3 heures plus tard, Aurore est revenue seule, affolée. Nous avons cherché Sophie pendant des semaines. La police, des volontaires, des chiens, rien, comme si la terre l'avait avalée. Céline écoutait, le visage empreint d'une compassion sincère. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Le plus étrange, » poursuivit Armand, « c'est qu'Aurore n'a plus jamais accepté personne sur son dos depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à vous. » Un silence s'installa entre eux, ponctué seulement par le souffle régulier de la jument. Finalement, Céline reprit la parole. « Je ferai de mon mieux pour prendre soin d'elle, » promit-elle. Armand hocha la tête, reconnaissant, puis, avant de partir, il ajouta « Cette chanson que vous fredonnez, c'est moi qui l'ai composée, pour Sophie. Personne d'autre ne la connaît. » Il quitta l'écurie, laissant Céline stupéfaite, une main posée sur l'encolure d'Aurore, comme pour y chercher un ancrage dans une réalité soudain mouvante. Le dîner au manoir ce soir-là fut tendu. Véronique, assise en face de son frère, picorait dans son assiette avec une élégance glaciale. « Tu as reporté une dégustation cruciale pour notre commerce, » dit-elle finalement, brisant le silence. « Pour aller voir cette dresseuse. Elle s'appelle Céline, » répondit calmement Armand en sirotant son vin. « Et elle vient d'accomplir un miracle avec Aurore. » Véronique reposa sa fourchette avec un peu trop de force. « Un miracle. Vraiment, Armand. Est-ce que tu t'entends parler ? Ce n'est qu'une jument, une vieille jument,
qui aurait dû être vendue il y a des années. Cette jument est tout ce qui me reste de Sophie. Sophie est morte. Armand, les mots claquèrent comme un fouet. Il est temps que tu l'acceptes et que tu avances. 18 ans, mon Dieu, tu as gâché ta vie pour un fantôme. Armand la fixa, son regard soudain dur comme l'acier. Sophie n'a jamais été retrouvée. Morte ou vive. Et aujourd'hui, une inconnue arrive et calme Aurore en chantant la berceuse que je composais pour ma fille. Explique-moi ça, Véronique. Sa sœur pâlit légèrement. Qu'est-ce que tu insinues exactement ? Je n'insinue rien, je constate simplement. Une coïncidence troublante. Véronique se leva brusquement. Tu perds la raison, mon pauvre frère. Cette fille a probablement entendu cette mélodie quelque part. Ou c'est une manipulatrice qui cherche à t'attendrir. Elle vient d'un orphelinat, lança Armand. Elle y est arrivée il y a environ 18 ans, sans souvenir. Le verre que Véronique tenait lui échappa des mains, se brisant en 1000 éclats sur le parquet ciré. Pendant une fraction de seconde, Armand crut voir de la peur dans ses yeux. Un simple accident, marmonna-t-elle en appelant une domestique pour nettoyer. Puis, se tournant vers son frère, « Armand, je t'en supplie, ne te fais pas d'illusions. Cette fille n'est pas Sophie. Notre nièce est morte, et aucune dresseuse de chevaux ne la ramènera. » Sur ces mots, elle quitta la pièce, laissant Armand seul avec ses pensées et ses doutes. Dans la petite maison près des écuries, Céline s'installait pour la nuit. Par la fenêtre, elle pouvait apercevoir le box d'Aurore. Une étrange familiarité l'enveloppait, comme si elle était déjà venue ici, cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps. Elle rêva d'un homme au visage flou qui chantait une berceuse, et d'une jument blanche qui galopait vers l'inconnu. Les jours qui suivirent l'arrivée de Céline au domaine de Valcourt furent marqués par un étrange retour à la vie. Les écuries, autrefois évitées par la plupart des employés à cause du tempérament d'Aurore, bourdonnaient maintenant d'une activité nouvelle. La jument, sous les soins attentifs de Céline, semblait s'être métamorphosée. « C'est à peine croyable », murmura Bernard à Armand, alors qu'ils observaient Céline guider Aurore dans le manège. On dirait qu'elles se connaissent depuis toujours. Armand ne répondit pas immédiatement. Absorbé par le spectacle, Céline montait sans selle, ses jambes épousant parfaitement les flancs de la jument, ses mains légères sur l'encolure. Il y avait dans ses mouvements une grâce naturelle, presque innée. « Avez-vous vérifié ses références ?» demanda-t-il finalement. Bernard parut surpris. « Bien sûr, monsieur, tout est en ordre. Elle a travaillé dans plusieurs centres équestres réputés. Et avant cela, son passé, je n'ai pas creusé aussi loin. »« Monsieur !» admit le régisseur confus. « Faites-le !» ordonna doucement Armand. Discrètement. Cette nuit-là, longtemps après que les lumières du domaine se furent éteintes, Armand restait éveillé dans son bureau. Devant lui s'étalaient de vieilles coupures de presse jaunies par le temps. Toutes relatives à la disparition de Sophie, son regard s'attarda sur une photo en particulier. Sophie à 7 ans, lors d'un concours hippique junior, son sourire éclatant, ses yeux pétillants de malice. Et quelque chose dans ce regard qui lui rappelait inexplicablement Céline. « C'est ridicule !» se sermonna-t-il à voix haute. « Tu deviens fou, mon pauvre Armand !» Un coup discret à la porte le fit sursauter. « Entrez !» dit-il en rassemblant précipitamment les articles. C'était Bernard, l'air visiblement troublé. Il tenait un dossier à la main. « Excusez l'heure tardive, monsieur, mais j'ai trouvé quelque chose que vous devriez voir. » Armand lui fit signe d'approcher. Bernard déposa le dossier sur le bureau et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un formulaire d'embauche au nom de Céline Marchand. Sur la ligne lieu de naissance, une seule mention, inconnue. Son CV indique qu'elle a grandi à l'orphelinat Sainte-Claire, expliqua Bernard. J'ai appelé la directrice ce soir. La mère supérieure m'a confirmé que Céline y est arrivée il y a exactement 18 ans. Armand sentit son cœur s'accélérer. Comment est-elle arrivée là-bas ? C'est là que ça devient étrange, monsieur. Bernard hésita. Selon la mère supérieure, elle a été trouvée errant seule sur une route départementale, à environ 30 km d'ici. Elle était désorientée, sans souvenir clair. Elle ne savait pas son nom, ni d'où elle venait. « Mon Dieu !» murmura Armand. « A-t-elle dit autre chose ?»« Oui, monsieur. Apparemment, la seule chose que la petite répétait, c'était un nom, Aurore. » Le monde sembla s'arrêter autour d'Armand. Un bourdonnement emplit ses oreilles, tandis qu'un espoir fou, douloureux, commençait à naître en lui. « Monsieur, vous allez bien ?»
La voix de Bernard semblait lointaine. « Oui, oui, merci Bernard, vous pouvez disposer. » Une fois seul, Armand se leva et s'approcha de la fenêtre. La nuit était claire. La lune éclairant les contours du domaine qu'il connaissait par cœur. Quelque part, là-bas, dans la petite maison près des écuries, dormait une jeune femme qui pourrait être... Non, il n'osait pas encore formuler cette pensée, de peur qu'elle s'envole comme un rêve au réveil. Le lendemain matin, Céline fut surprise de trouver Armand qui l'attendait près des écuries, malgré l'heure matinale. « Bonjour », la salua-t-il avec une chaleur inhabituelle. « J'ai pensé que nous pourrions faire une promenade ensemble. Aurore a besoin d'exercice. Et j'aimerais vous montrer le domaine. » Céline, quoique surprise, accepta volontiers. Une heure plus tard, ils chevauchaient côte à côte à travers les vignobles. Aurore, montée par Céline, semblait parfaitement à l'aise, tandis qu'Armand montait un étalon-bai nommé Hector. « Ce domaine est dans ma famille depuis 5 générations, » expliqua Armand. « Mon arrière-arrière-grand-père l'a acquis en 1873. À l'époque, ce n'était qu'une petite exploitation. C'est lui qui a planté les premières vignes. »« C'est magnifique, » répondit sincèrement Céline. Admirant les collines vallonnées, couvertes de rangs ordonnés, on sent l'histoire dans chaque pierre. « Oui, l'histoire. » Armand hésita, puis se lança. « Céline, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle tourna vers lui un regard curieux. « Bien sûr, vous m'avez dit que vous avez grandi dans un orphelinat. Vous souvenez-vous de quoi que ce soit avant cela, votre famille, votre enfance ?» Le visage de Céline s'assombrit légèrement. « Non, pas vraiment. Les sœurs m'ont dit que j'ai été trouvée sur une route, confuse et sans souvenir. J'avais environ 8 ans, selon leur estimation. » Elle eut un petit rire sans joie. « C'est comme si ma vie avait commencé ce jour-là. Et ce nom, Céline Marchand. Les sœurs me l'ont donné, Céline pour Sainte Céline, dont c'était la fête le jour où j'ai été trouvée, et Marchand, parce que j'ai été découverte près d'un marché rural. » Ils chevauchèrent en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Puis Armand reprit la parole. « Avez-vous déjà essayé de retrouver vos origines ?» Céline haussa les épaules. « Au début, oui, mais après quelques années sans aucune piste, j'ai fini par accepter la situation. J'ai créé ma propre vie, mes propres souvenirs. » Elle caressa l'encolure d'Aurore, et j'ai trouvé ma vocation avec les chevaux. Armand l'observait attentivement, cherchant dans ses traits une ressemblance avec la petite fille de ses souvenirs. Mais 18 années séparaient Sophie de cette jeune femme. Que restait-il de l'enfant dans l'adulte? Soudain, Céline dirigea Aurore vers un sentier qui s'enfonçait dans le bois, bordant la propriété. « Où allez-vous » s'étonna Armand. « Je ne sais pas » admit-elle, confuse. « J'ai juste senti qu'il fallait aller par là. » Armand la suivit, le cœur battant, ce sentier. C'était celui que Sophie empruntait toujours pour ses promenades, celui où elle avait disparu. Ils émergèrent dans une petite clairière traversée par un ruisseau. Céline s'arrêta, comme frappée par une sensation étrange. « Cet endroit, » murmura-t-elle. « Vous le connaissez ?» demanda doucement Armand. « Non, oui, je ne sais pas. » Elle secoua la tête. Troublée, c'est bizarre. J'ai l'impression d'être déjà venue ici, mais je ne me souviens pas quand. Armand dut se retenir de ne pas lui révéler la vérité sur le champ. C'était ici même, dans cette clairière, que la casquette de Sophie avait été retrouvée. Le dernier indice de sa présence. « Rentrons », suggéra-t-il. Le temps se couvre. Sur le chemin du retour, ils croisèrent en Véronique qui sortait du chai principal. Son regard s'assombrit en voyant Céline montant Aurore aux côtés de son frère. « Eh bien », lança-t-elle d'un ton faussement léger, « quelle charmante promenade familiale !»« Bonjour, mademoiselle Valcourt », salua poliment Céline. Véronique lui adressa à peine un regard. « Armand, les comptables attendent dans ton bureau depuis 1 heure. »« J'arrive », soupira-t-il en descendant de cheval. Puis, se tournant vers Céline, « Merci pour cette promenade. Nous recommencerons bientôt. »« Avec plaisir », répondit-elle avec un sourire qui illumina son visage. Véronique attendit que la jeune femme se soit éloignée pour confronter son frère. « Qu'est-ce que tu fabriques, Armand ? Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Oh, je t'en prie, je te connais. Je vois comment tu la regardes, comme si... » Elle s'interrompit, puis reprit plus bas, comme si elle était Sophie. Armand la dévisagea froidement. « Et si c'était le cas ?
Tu as perdu l'esprit. Véronique secouait la tête, incrédule. Cette fille n'est pas Sophie. Notre nièce est morte il y a 18 ans. Corps jamais retrouvé, rappela Armand. Et maintenant, une jeune femme arrive, du même âge que Sophie aujourd'hui. Orpheline, trouvée sans mémoire il y a exactement 18 ans, à 30 km d'ici. Une jeune femme qui connaît ma berceuse et qu'Aurore accepte immédiatement. Véronique pâlit visiblement. Des coïncidences. Peut-être, ou peut-être pas, je compte bien le découvrir. Il s'éloigna, laissant sa sœur immobile, le regard fixé sur la silhouette de Céline au loin. Pour la première fois depuis des années, Véronique Valcourt semblait réellement effrayée, cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée au domaine de Valcourt. Céline fit un rêve d'une clarté troublante. Elle était petite, assise sur une jument blanche. Un homme au visage d'abord flou la tenait fermement. Il chantait doucement à son oreille, puis le visage se précisa. C'était Armand, plus jeune, sans les rides creusées par le chagrin. « Plus vite, papa !» entendait-elle sa propre voix d'enfant crier, et il galopait à travers une forêt, les branches basses frôlant ses cheveux, le rire cristallin de l'enfant qu'elle était se mêlant au vent. Céline se réveilla en sursaut, le cœur battant, le front couvert de sueur. La sensation était si réelle, si vivide, qu'elle resta assise dans son lit pendant plusieurs minutes, incapable de distinguer le rêve de la réalité. Ce n'était qu'un songe, murmura-t-elle pour se rassurer. Juste un rêve. Pourtant, quelque chose avait changé, comme si une porte, fermée depuis longtemps dans sa mémoire, s'était légèrement entr'ouverte. À l'aube, incapable de se rendormir, Céline se rendit aux écuries. Aurore l'accueillit par un hennissement doux, presque affectueux. « Bonjour, ma belle », chuchota Céline en caressant son museau velouté. « Toi aussi, tu as mal dormi. Vous êtes matinale. » La voix la fit sursauter. Véronique se tenait dans l'encadrement de la porte, impeccablement vêtue malgré l'heure, son regard froid évaluant Céline. « Mademoiselle Valcourt. Bonjour ?» Céline se redressa, soudain consciente de son apparence débraillée. « Je ne vous avais pas entendu arriver. Évidemment. » Véronique s'approcha d'un pas mesuré. « Cette jument semble vous apprécier et c'est inhabituel. Les animaux sentent quand on les respecte, » répondit simplement Céline. Véronique émit un petit rire sec. « Sans doute. Ou peut-être avez-vous un autre secret. » Elle se rapprocha encore, sa voix se faisant plus basse. « D'où venez-vous réellement ?»« Céline Marchand, si c'est bien votre nom. » Céline recula légèrement, mal à l'aise. « Je ne comprends pas ce que vous insinuez. N'est-il pas étrange que vous apparaissiez comme par magie, exactement quand mon frère avait besoin d'une distraction, une jeune femme mystérieuse qui charme immédiatement sa précieuse jument. Je suis simplement venue pour le poste, » se défendit Céline, confuse. Bien sûr, le sourire de Véronique n'atteignait pas ses yeux. Je vous conseille juste de ne pas trop vous attacher à cet endroit. Les emplois vont et viennent, n'est-ce pas ? Avant que Céline ne puisse répondre, Véronique avait tourné les talons et s'éloignait déjà de son pas élégant et mesuré. Aurore s'agita dans son box, comme partageant le malaise de Céline. « Chut, tout va bien », la rassura-t-elle en reprenant la mélodie qu'elle chantonnait instinctivement. Cette berceuse qu'Armand prétendait avoir composée pour sa fille, plus tard dans la matinée, Armand convoqua Céline dans son bureau. La pièce, majestueuse avec ses bibliothèques en chêne massif et ses fenêtres donnant sur les vignes, intimidait la jeune femme. « Asseyez-vous, je vous en prie », l'invita-t-il en désignant un fauteuil face à son bureau. « Comment vous adaptez-vous au domaine ?»« Très bien, merci. Aurore fait des progrès incroyables. » « J'ai vu cela. » Armand l'observait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Céline, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Il ouvrit un tiroir et en sortit un album photo relié de cuir, avec précaution, comme s'il manipulait un objet sacré. Il le déposa sur le bureau et l'ouvrit. « Voici Sophie », dit-il en tournant l'album vers elle. Céline se pencha. La première photo montrait une petite fille de 6 ou 7 ans, aux cheveux châtains et aux yeux rieurs, assise sur les épaules d'un Armand plus jeune. Sur la suivante, la même enfant jouait dans un tas de feuilles automnales. Elle était adorable, commenta doucement Céline. « Oui », acquiesça Armand, tournant lentement les pages. Elle adorait l'automne, les feuilles mortes, les châtaignes. Elle collectionnait les plus belles feuilles et les pressait entre les pages de ses livres.
Céline sentit un frisson inexplicable la parcourir. Elle avait elle-même cette habitude, sans savoir d'où elle venait, et voici le jour où elle a reçu Aurore, poursuivit Armand, montrant une photo où Sophie, manifestement folle de joie, enlaçait le cou d'une jeune pouliche blanche. « C'était pour son anniversaire », demanda Céline, étrangement captivée. « Oui, c'est 8 ans. » Armand la fixa. « Comment le savez-vous » Céline cligna des yeux, confuse. « Je ne sais pas, j'ai deviné. » Un silence lourd s'installa, rompu seulement par le tic-tac régulier de la pendule murale. Finalement, Armand reprit la parole. « Après la disparition de Sophie, j'ai engagé des détectives privés. La police a cherché pendant des semaines. Nous avons suivi chaque piste, interrogé chaque témoin potentiel. Rien. » Il referma doucement l'album. Comme pour contenir la douleur des souvenirs, savez-vous ce qui est tôt le plus difficile? L'incertitude. Ne pas savoir. Est-elle morte? Est-elle vivante quelque part? A-t-elle souffert? Céline sentit des larmes lui monter aux yeux, touchée par la détresse brute dans sa voix. J'avais fini par accepter qu'elle était probablement morte. Continua Armand. Jusqu'à votre arrivée. Il la fixa intensément, comme s'il cherchait quelque chose dans son regard. Céline, avez-vous déjà fait des rêves étranges? Des rêves qui semblent être plus que de simples rêves. Le cœur de Céline manqua un battement. Son rêve de la nuit précédente lui revint avec une clarté saisissante. Parfois, admit-elle, surtout depuis mon arrivée ici. Quel genre de rêve? Elle hésita. Des fragments, un homme chantant une berceuse, un cheval. Des sensations plutôt que des images claires. Armand se pencha légèrement en avant. Et cette nuit? Comment savez-vous que j'ai rêvé cette nuit? Je ne le savais pas, dit-il doucement. Je devine. Céline se mordit la lèvre, hésitante. J'ai rêvé que j'étais une petite fille, sur une jument blanche. Un homme me tenait et chantait à mon oreille. Nous galopions dans une forêt, j'étais heureuse. Les mains d'Armand tremblaient légèrement. Cet homme, à quoi ressemblait-il? Au début, je ne voyais pas son visage, puis... Elle s'interrompit, soudain embarrassée. Puis, insista-t-il, « C'était vous ?» murmura-t-elle. Plus jeune. « Mais c'était vous !» Armand ferma brièvement les yeux, comme frappé par une émotion trop forte. Quand il les rouvrit, ils brillaient d'une intensité nouvelle. « Céline, je crois que ces rêves ne sont pas de simples rêves. Je crois que ce sont des souvenirs qui émergent. » La jeune femme se leva brusquement. « Non, c'est impossible. Ce sont juste des coïncidences. Mon esprit qui mélange ce que j'ai vu et entendu depuis mon arrivée. Et la berceuse, vous la connaissiez avant de venir ici. Je ne sais pas d'où elle vient, admit-elle, troublée. Armand se leva à son tour et s'approcha lentement. Je crois que vous êtes Sophie, ma fille. Les mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Céline sentit le sol vaciller sous ses pieds. C'est absurde, protesta-t-elle faiblement. Je suis Céline Marchand. J'ai grandi à l'orphelinat Sainte-Claire. J'ai une vie, une histoire qui commence il y a 18 ans, exactement quand Sophie a disparu. Une histoire sans passé, sans souvenir d'enfance. Ce que vous suggérez est impossible, insista Céline, la voix tremblante. Je ne suis pas votre fille. Je ne peux pas l'être. Pourtant, quelque part au fond d'elle-même, une petite voix lui soufflait que peut-être, juste peut-être, il disait vrai. « J'ai besoin d'air », murmura-t-elle en se dirigeant vers la porte. Céline appela doucement Armand. « Sophie, je ne voulais pas vous bouleverser. Prenez votre temps, mais s'il vous plaît, restez ouverte à cette possibilité. » Elle quitta le bureau sans répondre, le cœur battant à tout rompre, l'esprit en tumulte. Cette nuit-là, alors que le domaine dormait, Véronique se glissa silencieusement dans son bureau personnel et verrouilla la porte derrière elle. D'une main tremblante, elle sortit une clé d'un médaillon qu'elle portait toujours autour du cou et ouvrit un tiroir secret de son secrétaire. À l'intérieur se trouvait une vieille enveloppe jaunie. Elle l'ouvrit et relut la lettre qu'elle contenait pour la 100e fois. C'est fait, l'enfant ne sera plus jamais un problème. Paiement reçu, ne me contactez plus jamais. La signature, un simple M, était à peine lisible. Il a menti, murmura-t-elle, livide. Ce salaud a menti. La panique commençait à l'envahir. Si cette Céline était vraiment Sophie,
Si la vérité éclatait au grand jour, elle rangea précipitamment la lettre et referma le tiroir à clé. Il fallait agir, et vite, avant qu'Armand ne découvre tout, avant que son monde soigneusement construit ne s'effondre, car si Sophie revenait vraiment, Véronique Valcourt perdrait tout. Les jours qui suivirent la confrontation dans le bureau d'Armand furent empreints d'un malaise palpable. Céline évitait consciencieusement le manoir principal, se concentrant exclusivement sur son travail aux écuries. Quant à Armand, il respectait sa distance. Tout en l'observant de loin, un matin, alors que Céline brossait méticuleusement Aurore, elle sentit une présence derrière elle. En se retournant, elle découvrit Bernard, l'air embarrassé. « Pardonnez-moi, mademoiselle Marchand. Monsieur Valcourt souhaiterait vous voir dans son bureau à midi, si cela vous convient. » Céline hésita. « Est-ce vraiment nécessaire, Bernard ? Je préférerais… » « Il a dit que c'était important, » l'interrompit doucement le régisseur, « et qu'il vous promettait de ne pas aborder le sujet qui vous a troublé. » Elle soupira. « Très bien, dites-lui que je viendrai. » Bernard hocha la tête et s'éloigna. Céline se tourna vers Aurore, qui la regardait de ses grands yeux doux. « Qu'en penses-tu ? » ?»« Toi, murmura-t-elle en caressant son museau. « Suis-je folle de l'écouter ?» La jument souffla doucement, comme pour l'encourager. À midi précis, Céline frappa à la porte du bureau d'Armand. « Entrez !» lança sa voix de l'autre côté. Elle le trouva debout près de la fenêtre. Contemplant le domaine, il se tourna à son entrée, son visage s'éclairant d'un sourire chaleureux. « Céline, merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous en prie. » Elle prit place sur le fauteuil qu'il lui désignait, tendu. Bernard a dit que c'était important. « Oui. » Armand s'assit face à elle. Séparés par l'imposant bureau en acajou, je tiens d'abord à m'excuser pour notre dernière conversation. J'ai été trop direct, trop pressant. Je comprends que mes suppositions vous aient bouleversé. Ce n'est rien, marmonna-t-elle, mal à l'aise. J'ai réfléchi, poursuivit-il, et je pense que nous devrions procéder autrement, plus scientifiquement, si vous préférez. Céline fronça les sourcils. Que voulez-vous dire ? J'ai contacté un laboratoire privé à Paris, expliqua Armand en sortant une enveloppe de son tiroir. Pour un test ADN, si vous acceptez, bien sûr. La jeune femme resta silencieuse, déchirée entre la peur et une curiosité qu'elle ne s'expliquait pas. Ce serait totalement confidentiel, ajouta-t-il rapidement. Personne d'autre que nous n'en serait informé, pas même Véronique. Pourquoi exclure votre sœur ? Demanda Céline, soudain suspicieuse. Armand hésita. Disons que Véronique n'approuve pas ma démarche. Elle pense que je me raccroche à un espoir insensé. Céline se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Observant les vignes qui s'étendaient à perte de vue, les feuilles commençaient à rougir avec l'automne, créant un camailleux de vert, d'ocres et de pourpre. « Et si le test était négatif ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Alors j'accepterai la vérité », répondit simplement Armand. « Et je vous présenterai mes plus sincères excuses pour ce dérangement. Et si c'est positif, un silence. Alors nous aurons beaucoup à discuter, mais ce sera à vous de décider de la suite. » Céline se retourna lentement. « Vous semblez tellement certain. »« Je ne le suis pas, » admit-il. « Mais il y a trop de coïncidences pour que je puisse les ignorer. La berceuse, Aurore, vos rêves, l'orphelinat et votre visage. » Sa voix se brisa légèrement. « Quand je vous regarde, je vois ses yeux, je vois Sophie. » Céline sentit une émotion inexplicable monter en elle. Une partie d'elle-même voulait fuir, quitter ce domaine et ses mystères troublants. Une autre, plus profonde, plus instinctive, la poussait à rester, à chercher, à savoir. « D'accord, » décida-t-elle enfin. « Faisons ce test. » Le soulagement illumina le visage d'Armand. « Merci Céline, vraiment merci. » Elle hocha simplement la tête, encore incertaine d'avoir fait le bon choix. Pendant ce temps, dans l'aile est du manoir, Véronique parcourait nerveusement sa chambre. Sur son lit s'étalèrent de vieux journaux, tous relatifs à la disparition de Sophie. Elle les avait conservés toutes ces années, comme des trophées macabres de sa victoire. L'un des articles mentionnait le nom du détective privé qu'Armand avait engagé à l'époque, Antoine Mercier, de l'agence Mercier & Fils, d'une main tremblante. Véronique composa un numéro sur son téléphone. « Agence Mercier & Fils, bonjour », répondit une voix féminine. « Bonjour, je souhaiterais parler à monsieur Antoine Mercier. »« Je suis désolée, madame. Monsieur Mercier père est décédé il y a 5 ans. C'est son fils, Philippe Mercier, qui dirige l'agence désormais.
Puis-je vous mettre en relation avec lui ? Véronique hésita. Oui, s'il vous plaît. Après quelques instants d'attente, une voix masculine résonna au bout du fil. Philippe Mercier. J'écoute. Monsieur Mercier, je m'appelle Véronique Valcourt. Votre père a travaillé pour ma famille il y a 18 ans, sur la disparition de ma nièce, Sophie Valcourt. Un silence. Oui, je me souviens de cette affaire, l'une des dernières de mon père avant sa retraite. Un canon résolu, si je ne me trompe. En effet, j'aurais besoin de consulter son dossier, si c'est possible. Je crains que ce ne soit délicat, Madame Valcourt. Les dossiers de mon père sont confidentiels, même après toutes ces années, à moins que vous ne soyez officiellement mandaté par... Je paierai ce qu'il faudra, l'interrompit-elle sèchement. Un nouveau silence, plus long. Je vois, dans ce cas, peut-être pourrions-nous nous rencontrer pour en discuter. Demain, au café de la place à Beaune, 15h. J'y serai, confirma Mercier avant de raccrocher. Véronique reposa le combiné, le cœur battant. Elle devait savoir exactement ce que le vieux Mercier avait découvert à l'époque, et surtout, s'il avait laissé des traces qui pourraient la relier à la disparition de Sophie. En fin d'après-midi, Armand quitta discrètement le domaine. Il conduisit pendant 1 heure jusqu'à Dijon, s'arrêtant finalement devant un immeuble moderne dans le quartier des Affaires. Le panneau à l'entrée indiquait « Forensic DNA Analytics ». L'intérieur était aseptisé, tout en blanc et chrome. Une réceptionniste au sourire professionnel l'accueillit. « Monsieur Valcourt, le docteur Moreau vous attend. » On le conduisit dans un bureau sobrement décoré, où un homme d'une 50aine d'années, en blouse blanche, se leva pour l'accueillir. « Monsieur Valcourt, je suis le docteur Moreau. Votre appel a piqué ma curiosité, je dois l'avouer. » Ils s'installèrent de part et d'autre d'un bureau en verre. « Comme je vous l'ai expliqué au téléphone, » commença Armand. « J'ai besoin d'un test de paternité dans la plus grande discrétion. Bien sûr, nous sommes habitués aux affaires sensibles. Vous avez apporté les échantillons. » Armand sortit de sa poche une brosse à cheveux. « Pour la personne que je soupçonne être ma fille, et voici mon échantillon. » Il tendit une enveloppe contenant quelques-uns de ses propres cheveux. Le médecin examina les échantillons avec un hochement de tête approbateur. « C'est parfait. Avez-vous une idée du délai qui vous conviendrait ? » « Le plus rapidement possible, » répondit Armand. « Je suis prêt à payer le supplément pour l'urgence. Dans ce cas, nous pouvons avoir les résultats dans 3 jours ouvrables. » « Parfait. » Armand se leva, soulagé d'avoir franchi cette étape. « Je vous remercie pour votre discrétion, docteur. » « C'est normal, une dernière chose, monsieur Valcourt. » Le médecin hésita. « Êtes-vous préparé à tous les résultats possibles ? Parfois, la vérité n'est pas celle qu'on espère. » Armand soutint son regard. « Je cherche la vérité, docteur, quelle qu'elle soit. » De retour au domaine, Armand trouva Céline aux écuries, en train de préparer Aurore pour la nuit. Elle leva les yeux à son approche, un léger sourire aux lèvres. « Vous avez l'air préoccupé, » remarqua-t-elle. « J'ai déposé les échantillons au laboratoire, » expliqua-t-il. « Nous aurons les résultats dans 3 jours. » Céline hocha lentement la tête. « 3 jours pour savoir qui je suis vraiment. »« Vous restez, Céline, quoi qu'il arrive, » la rassura-t-il doucement. « Le test ne changera pas qui vous êtes aujourd'hui, mais il pourrait changer qui j'étais. » Elle caressa pensivement l'encolure d'Aurore. « J'ai fait un autre rêve hier soir, plus précis cette fois. »« Que voyez-vous » demanda Armand, retenant son souffle. « J'étais sur Aurore, dans la forêt. Quelqu'un m'a appelé, pas par mon nom actuel, mais... » Elle s'interrompit, troublée. Quelqu'un a crié « Sophie » et j'ai tourné la tête pour répondre. Armand dut se retenir de ne pas l'enlacer. « C'est un bon signe. »« Non !» ou simplement mon cerveau qui joue avec les possibilités que vous avez suggérées, tempéra-t-elle. « Je ne sais plus quoi penser, Armand. » Il hocha la tête, compréhensif. 3 jours, et nous saurons. Ce qu'il ne lui dit pas, c'est qu'il avait également engagé un détective privé pour enquêter sur le passé de Véronique et ses actions durant les jours qui avaient précédé et suivi la disparition de Sophie. Car plus il y pensait, plus un soupçon terrible grandissait en lui. Et si sa propre sœur était impliquée dans la tragédie qui avait brisé sa vie, l'attente des résultats du test ADN plongea le domaine de Valcourt dans une atmosphère électrique. Céline sentait peser sur elle des regards lourds de questions, particulièrement celui de Véronique, dont l'hostilité à peine voilée s'intensifiait de jour en jour. Ce matin-là, en arrivant aux écuries, Céline trouva la selle d'Aurore lacérée.
les sangles coupées net. Elle resta immobile devant ce sabotage évident, un frisson glacé lui parcourant l'échine. « Quelque chose ne va pas », demanda Laurent, le jeune palefrenier qui travaillait à l'autre bout de l'écurie. Céline se retourna, méfiante. « Tu as vu quelqu'un s'approcher des affaires d'Aurore ?» Le garçon secoua la tête. « Non, mademoiselle, j'arrive à peine. » Elle soupira, ramassant la selle endommagée. Ce n'était pas le premier incident depuis quelques jours. De petits sabotages perturbèrent son travail. Un seau d'eau renversé, des longes emmêlées, des outils qui disparaissaient mystérieusement. « Je vais devoir utiliser l'ancienne selle, » marmonna-t-elle. « Vous devriez en parler à monsieur Valcourt, » suggéra timidement Laurent. Céline secoua la tête. « Pas encore, je n'ai aucune preuve. » Mais elle savait très bien qui était derrière ces incidents. Le regard de Véronique lors de leur dernière rencontre ne laissait planer aucun doute. Au manoir principal, Armand parcourait nerveusement la véranda, téléphone à l'oreille. « Vous êtes certain qu'il n'y a aucun moyen d'accélérer les résultats ?» Docteur Moreau. « Je suis désolé, monsieur Valcourt, » répondit la voix du médecin. « Nous faisons déjà notre maximum. La science a ses limites de temps. »« Je comprends, » soupira Armand. « Merci quand même. » Il raccrocha, frustré. Chaque heure d'attente lui semblait interminable. Plus il observait Céline, plus il était convaincu qu'elle était Sophie. Ses gestes, certaines de ses expressions, sa façon de pencher légèrement la tête lorsqu'elle réfléchissait, autant de détails qui réveillaient en lui des souvenirs enfouis. « Tu te tortures inutilement ?» lança Véronique en entrant dans la véranda. Une tasse de thé à la main. « Je ne t'ai pas entendu arriver, » répondit-il surpris. « Évidemment, tu es obsédé par cette fille. » Elle s'installa dans un fauteuil en osier, l'observant par-dessus le rebord de sa tasse. « Quand auras-tu les fameux résultats ?» Armand fronça les sourcils. « Comment sais-tu qu'il y a des résultats à attendre ?» Un sourire froid étira les lèvres de Véronique. « Voyons, Armand, je te connais. Il était évident que tu ne te contenterais pas de suppositions. Un test ADN était l'étape logique. C'est privé. » « Véronique ? Privé ?» Elle eut un petit rire sec. « Rien n'est privé dans cette famille. Tu devrais le savoir, surtout quand il s'agit de l'héritière potentielle du domaine. » Armand la fixa intensément. « C'est donc ça qui t'inquiète, l'héritage. Ne fais pas l'innocent. Nous savons tous deux ce qui se passerait si cette Céline s'avérait être Sophie. Je perdrais toute prétention sur le domaine. Tu n'en as jamais eu, » s'emporta Armand. « Le domaine a toujours été destiné à Sophie, ma fille. Ta fille est morte il y a 18 ans, » rétorqua sèchement Véronique. Un silence glacial s'installa entre eux. Finalement, Armand reprit d'une voix basse, presque menaçante. « Et si elle ne l'était pas, Véronique ? Et si Sophie avait survécu, tu serais capable de... » « Quoi, exactement ?» Sa sœur se leva brusquement. Son visage habituellement composé déformé par une expression qu'il ne lui avait jamais vue. Un mélange de peur et de rage. « Tu délires complètement, mon pauvre frère. Cette fille a vu une opportunité, et elle l'a saisie. Elle te manipule, et tu es trop aveuglé par l'espoir pour le voir. » Elle quitta la pièce d'un pas raide, laissant Armand troublé par la violence de sa réaction. En début d'après-midi, Céline emmena Aurore pour une longue promenade. Elle avait besoin de réfléchir, loin des tensions du domaine. Instinctivement, elle se dirigea vers la forêt où elle avait ressenti cette étrange familiarité quelques jours plus tôt. Le temps était idéal. Le soleil d'automne filtrant à travers les feuilles dorées, Aurore semblait particulièrement vive, comme si elle aussi appréciait cette échappée loin des écuries. Sans trop réfléchir, Céline laissa la jument choisir son chemin. Elles s'enfoncèrent dans la forêt, suivant un sentier à peine visible. Les arbres se resserraient, créant une cathédrale naturelle de branches entrelacées. Soudain, Aurore s'arrêta, les oreilles dressées. Devant elle s'ouvrait une petite clairière traversée par un ruisseau. Un endroit paisible, presque magique. Céline descendit lentement de sa monture, assaillie par une vague de déjà-vu si puissante qu'elle dut s'appuyer contre un arbre pour ne pas chanceler. « Sophie, n'approche pas trop du ruisseau. » La voix résonna dans sa tête, une voix d'homme. Inquiète mais aimante, la voix d'Armand. « C'est ici, » murmura-t-elle, comprenant soudain. « C'est ici que je venais avec lui. » Aurore s'approcha, poussant doucement son épaule de son museau. Comme pour confirmer, Céline s'assit sur une souche d'arbre. Submergée par l'émotion, si elle était vraiment Sophie, que s'était-il passé dans cette forêt 18 ans auparavant? Comment avait-elle perdu la mémoire? Et pourquoi personne ne l'avait retrouvée?
Après quelques instants de recueillement, elle décida de rentrer. Le soleil commençait à décliner, et elle ne voulait pas être surprise par la nuit dans ces bois. En rentrant aux écuries, Céline eut la désagréable surprise de trouver Véronique qui l'attendait, bras croisés. « Une bien longue promenade », commenta froidement cette dernière. « Vous avez fait visiter le domaine à Aurore. La jument connaît déjà les lieux bien mieux que moi », répondit calmement Céline, descendant de sa monture. Véronique s'approcha, son parfum coûteux contrastant avec l'odeur de foin et de cuir des écuries. « J'ai remarqué que vous vous rapprochiez beaucoup de mon frère. Je travaille pour lui », répondit simplement Céline, commençant à déceler Aurore. « Ne jouez pas les innocentes. » Véronique baissa la voix. « Je sais très bien ce que vous cherchez. Une pauvre orpheline qui découvre soudain qu'elle pourrait être l'héritière d'un domaine viticole prospère. C'est un conte de fées bien pratique, n'est-ce pas ?» Céline se retourna lentement, soutenant son regard. « Je n'ai rien demandé, mademoiselle Valcourt. C'est votre frère qui est venu vers moi avec ses théories. Et vous l'encouragez, » accusa Véronique. « Vous jouez avec ses espoirs, sa vulnérabilité. Vous vous trompez. Si je voulais profiter de la situation, j'aurais prétendu me souvenir de tout, non. Au lieu de ça, je suis aussi confuse que lui. » Véronique la jaugea un moment en silence. Puis un sourire inquiétant étira ses lèvres. « Savez-vous pourquoi Sophie a disparu cette fameuse journée ?» Céline fronça les sourcils, prise au dépourvu par ce changement de sujet. Non, elle avait surpris une conversation qu'elle n'aurait pas dû entendre, sur les finances du domaine, les dettes accumulées par son père, et certaines mesures envisagées pour y remédier. Véronique fit quelques pas dans l'écurie, des mesures qui auraient pu être considérées comme illégales. « Pourquoi me dites-vous cela ? Pour que vous compreniez que même si, par miracle, vous étiez Sophie, » elle marqua une pause délibérée, « vous pourriez découvrir que votre cher papa n'est pas l'homme intègre qu'il prétend être. » Sur ces paroles, elle tourna les talons et sortit, laissant Céline troublée, que cherchait Véronique, à semer le doute, certainement. Mais pourquoi inventer une histoire aussi spécifique ? La nuit tombait quand Céline termina ses tâches. En sortant des écuries, elle remarqua que la grande porte du box d'Aurore était entr'ouverte, alors qu'elle était certaine de l'avoir fermée. « Aurore !» appela-t-elle doucement, inquiète. Un hennissement paniqué lui répondit. Venant de l'extérieur, Céline se précipita dans la cour et vit avec horreur la jument blanche qui galopait vers les vignes, visiblement effrayée par quelque chose. « Aurore, arrête !» cria-t-elle, se lançant à sa poursuite, mais il faisait déjà presque nuit, et la jument disparut rapidement dans l'obscurité. Céline courut jusqu'à s'épuiser, appelant désespérément l'animal. Finalement, elle fut contrainte de retourner au manoir chercher de l'aide. Elle trouva Armand dans son bureau, en compagnie de Bernard. « Aurore s'est échappée », annonça-t-elle essoufflée. « Quelqu'un a ouvert son box. » Armand se leva d'un bond. « Je vais rassembler les hommes, nous la retrouverons. » « Ce n'était pas un accident, » insista Céline. « Sa porte était verrouillée, j'en suis certaine. » Bernard et Armand échangèrent un regard lourd de sens. « Je vais organiser les recherches, » déclara Bernard, en quittant précipitamment la pièce. Une fois seul, Armand s'approcha de Céline. « Vous pensez que c'est Véronique, n'est-ce pas ? » « Je n'accuse personne, » répondit prudemment Céline. « Mais ces derniers jours, il y a eu plusieurs incidents. » Quel genre d'incidents ? Elle lui raconta les sabotages mineurs, puis l'étrange conversation avec Véronique aux écuries. Le visage d'Armand s'assombrit. « Elle vous a parlé de dettes, de mesures illégales ? » ?»« Oui. »« Est-ce que c'est vrai ? » ?»« Absolument pas, » affirma-t-il catégoriquement. « Le domaine n'a jamais eu de problème financier sous ma direction. C'est un mensonge délibéré pour vous troubler. » Un hurlement de colère retentit dans le couloir, suivi du bruit d'une porte claquée violemment. Véronique apparut dans l'embrasure de la porte, livide de rage. « Qui a fouillé dans mon bureau ?» exigea-t-elle. « De quoi parles-tu ?» demanda Armand surpris. « Ne fais pas l'innocent. Quelqu'un est entré dans mon bureau, a forcé mon secrétaire. » Elle pointait un doigt accusateur vers Céline. « C'est elle, n'est-ce pas ? Elle cherche des preuves, des informations. Je n'ai pas quitté les écuries de la journée, » se défendit Céline. « Et Aurore vient de s'échapper parce que quelqu'un a ouvert son box. » Les deux femmes se dévisagèrent, la tension presque palpable entre elles. « Ça suffit, » intervint Armand. « Véronique, je n'ai pas touché à tes affaires, et Céline non plus. Maintenant, si tu veux bien nous excuser, nous avons une jument à retrouver. »
Il prit Céline par le bras et l'entraîna vers la sortie, laissant sa sœur fulminante derrière eux. « Elle ment !» murmura-t-il une fois dans le couloir. « J'ai vu Véronique près des écuries tout à l'heure. Je pense qu'elle a délibérément libéré Aurore pour vous causer des ennuis. » Céline frissonna. « Mais pourquoi ? Pourquoi me déteste-t-elle autant ?» Le regard d'Armand s'assombrit. « Parce qu'elle a peur que vous soyez vraiment Sophie. Et si mes soupçons sont fondés, elle a de très bonnes raisons d'avoir peur. » La recherche d'Aurore dura toute la nuit. Une dizaine d'employés du domaine, munis de lampes torches et de cordes, ratissèrent méthodiquement les vignes et les bois environnants. Céline, épuisée mais déterminée, guidait un groupe à travers la forêt où elle avait l'habitude de promener la jument. Ce fut Bernard qui la retrouva finalement, à l'aube. Aurore s'était réfugiée dans la petite clairière traversée par le ruisseau, l'endroit même où Céline avait ressenti cette étrange familiarité. La jument était nerveuse mais indemne. C'est comme si elle avait cherché refuge dans un lieu qu'elle connaît bien, commenta Bernard en tenant la bride tandis que Céline examinait l'animal. Ou un lieu où elle se sent en sécurité, murmura Céline. Plus pour elle-même que pour le régisseur, le retour au domaine se fit dans un silence fatigué. Armand les attendait devant les écuries, les traits tirés par une nuit blanche d'inquiétude. « Dieu merci !» souffla-t-il en voyant Aurore. « Elle n'est pas blessée. »« Non !» le rassura Céline. Juste effrayée et épuisée, Véronique se tenait en retrait, observant la scène de loin. Son expression était indéchiffrable, mais Céline crut déceler une lueur de contrariété dans son regard, comme si le retour sain et sauf d'Aurore contrariait ses plans. Après avoir installé confortablement la jument dans son box, avec une ration supplémentaire d'avoine pour la réconforter, Céline s'apprêtait à regagner sa petite maison pour quelques heures de sommeil bien mérité. « Céline », l'interpella Armand, alors qu'elle quittait l'écurie. « Pouvez-vous venir au manoir dans l'après-midi, disons vers 15h ?» Elle acquiesça, trop fatiguée pour poser des questions. Lorsque Céline se présenta au bureau d'Armand à l'heure convenue, elle fut surprise d'y trouver également un homme qu'elle ne connaissait pas. Grand, élégamment vêtu, l'inconnu se tenait près de la fenêtre, contemplant les vignes en contrebas. « Ah, Céline, entrez !» l'accueillit Armand en se levant. « Je vous présente Maître Duval, mon avocat personnel. » L'homme se tourna et lui adressa un sourire courtois. « Mademoiselle Marchand, ravie de faire votre connaissance. »« De même, » répondit-elle, perplexe. « Mais je ne comprends pas pourquoi. »« Asseyez-vous, je vous en prie, » l'invita Armand, en désignant un fauteuil. Son visage trahissait une excitation contenue qui intrigua Céline. « J'ai reçu un appel du laboratoire ce matin. » Le cœur de Céline manqua un battement. « Les résultats ? » ?»« Oui. » Armand sortit une enveloppe de son tiroir, la manipulant avec une révérence presque religieuse. « Ils sont arrivés plus tôt que prévu. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. L'avocat, sentant la tension, s'éclaircit discrètement la gorge. « Voulez-vous que je vous laisse seul pour ce moment ?» proposa-t-il. « Non, » répondit fermement Armand. « J'ai besoin d'un témoin pour ce qui va suivre. » Il se tourna vers Céline, dont les mains tremblaient légèrement. « Êtes-vous prête ?» Elle hocha lentement la tête, incapable de parler tant sa gorge était serrée par l'émotion. Armand ouvrit l'enveloppe et en sortit un document qu'il parcourut rapidement des yeux. Son expression passa de la concentration intense à un mélange stupéfiant de joie et de douleur. Lorsqu'il releva la tête vers Céline, des larmes brillaient dans ses yeux. Compatibilité génétique, 99,98%, lut-il d'une voix étranglée. Relation confirmée, père-fille. Le monde sembla s'arrêter autour de Céline. Les mots résonnèrent dans sa tête comme un écho lointain. Irréelle, elle était Sophie Valcourt. Cette identité qu'elle avait construite pendant 18 ans, Céline Marchand, l'orpheline, la dresseuse de chevaux, n'était qu'une fiction née de circonstances tragiques. « C'est impossible », murmura-t-elle. Plus par réflexe que par véritable incrédulité, « C'est la vérité scientifique », répondit doucement Armand. « Vous êtes ma fille, Sophie. » L'avocat s'approcha, visiblement ému par la scène. « Monsieur Valcourt m'a demandé de préparer tous les documents nécessaires pour rétablir votre identité légale. Si vous le souhaitez, bien entendu, rien ne vous oblige à... » « J'ai besoin d'air, » l'interrompit Céline. « Non, Sophie. » En se levant brusquement, Armand fit un geste pour la retenir, puis se ravisa. «
Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Cette nouvelle est bouleversante. Je le comprends. Elle quitta le bureau d'un pas chancelant, l'esprit en ébullition, dans le couloir. Elle croisa Véronique, qui, à son expression hagarde, comprit immédiatement. Les résultats, constata-t-elle froidement. Positifs, je présume. Sans attendre de réponse, Véronique la dépassa et entra en trombe dans le bureau de son frère. Céline poursuivit son chemin, insensible aux éclats de voix qui commençaient déjà à s'élever derrière elle. Assise sur un banc de pierre près des écuries, Céline, ou plutôt Sophie, tentait d'assimiler la révélation qui venait de bouleverser sa vie. Des fragments de souvenirs, comme des pièces de puzzle éparses, tournoyaient dans son esprit, la clairière dans la forêt, la berceuse, Aurore, plus jeune, et Armand, son père, la tenant fermement en selle, tandis qu'elle riait aux éclats. Mais d'autres questions, plus sombres, se pressaient maintenant. Comment avait-elle disparu? Pourquoi personne ne l'avait retrouvée? Et surtout, quel rôle Véronique avait-elle joué dans tout cela? Sophie, elle leva les yeux. Armand se tenait devant elle, hésitant, comme s'il craignait d'envahir son espace. C'était la première fois qu'il l'appelait par ce prénom. « Je peux m'asseoir. » Elle acquiesça silencieusement. Il prit place à côté d'elle, respectant une distance prudente. « Je sais que c'est beaucoup à absorber, » commença-t-il. « C'est surréaliste, » admit-elle. « Toute ma vie, j'ai cru être quelqu'un d'autre. Je comprends, et sache que je n'attends rien de toi si tu préfères rester Céline. Si tu veux partir, je respecterai ta décision. » Elle tourna vers lui un regard troublé. « Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais que je dois comprendre ce qui s'est passé, comment j'ai disparu, pourquoi je ne me souviens de rien. » Armand hocha gravement la tête. « J'ai engagé un détective privé il y a quelques jours. Il a commencé à enquêter sur certaines pistes. » Véronique, devina-t-elle immédiatement. « Oui, » confirma-t-il, la voix soudain dure. « J'ai des raisons de croire que ma sœur pourrait être impliquée dans ta disparition. » « Mais pourquoi? Quel intérêt aurait-elle eu à l'argent, le pouvoir ?» Armand soupira profondément. « Après la mort de ta mère, j'ai sombré dans une dépression sévère. C'est Véronique qui a pris les rênes du domaine pendant quelques années, quand j'ai commencé à aller mieux. Quand j'ai voulu reprendre le contrôle, elle a résisté. Nous nous sommes disputés. J'ai menacé de la mettre dehors. Et puis j'ai disparu, compléta-t-elle doucement. Exactement, avec toi disparu et moi brisée par le chagrin. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Le contrôle total du domaine. Un silence lourd s'installa entre eux, chargé de 18 années de souffrance et de mensonges. Le détective a trouvé quelque chose d'intéressant, reprit finalement Armand. 3 jours avant ta disparition, Véronique a retiré une somme importante en liquide de son compte. Et le lendemain de ta disparition, elle a rencontré un homme dans un café de Beaune, un certain Marcel Fournier, qui a un casier judiciaire pour divers délits, dont enlèvement. Sophie sentit un frisson glacé parcourir son échine. Vous pensez qu'elle a engagé cet homme pour m'enlever? Je le crains. Oui, mais nous n'avons pas encore de preuves concrètes. Et cet homme, ce Marcel Fournier, où est-il maintenant? Le visage d'Armand s'assombrit. Mort dans un accident de voiture, 2 semaines après ta disparition. Quelle coïncidence, murmura-t-elle amèrement. En effet, trop parfaite pour être honnête? Armand hésita, puis poursuivit. Le détective pense que tu étais probablement dans cette voiture lors de l'accident. Tu aurais survécu. Mais avec une commotion cérébrale qui expliquerait ton amnésie, des paysans t'auraient retrouvé errant sur la route et t'auraient conduite à l'orphelinat. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Une histoire sordide de cupidité, de manipulation et de trahison familiale se dessinait. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. « C'est à toi de décider », répondit doucement Armand. « Mais si tu acceptes mon aide, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que justice soit faite, pour la première fois depuis la révélation des résultats. » Sophie sentit une certitude s'installer en elle. Elle était Sophie Valcourt, fille d'Armand, héritière légitime de ce domaine, et Véronique lui avait volé 18 ans de sa vie. « Je veux savoir toute la vérité », déclara-t-elle fermement, et ensuite, « Je veux reprendre ce qui m'appartient. » Armand hocha la tête, une lueur de fierté brillant dans ses yeux. « Alors commençons. » La nouvelle de l'identité retrouvée de Sophie
se répandit comme une traînée de poudre dans tout le domaine. Les employés les plus anciens, ceux qui avaient connu la petite fille 18 ans auparavant, observaient maintenant la jeune femme avec un mélange de stupéfaction et d'émotion. Des murmures l'accompagnaient partout où elle allait, mais elle les ignorait, concentrée sur la tempête intérieure qui faisait rage en elle. Cette nuit-là, dans sa petite maison près des écuries, qu'elle n'arrivait toujours pas à considérer autrement que comme sa maison, même si le manoir principal était théoriquement son foyer légitime, Sophie fut assaillie par le rêve le plus vivide qu'elle ait jamais fait. Elle avait 8 ans et galopait sur Aurore à travers les bois. La sensation était grisante, le vent dans ses cheveux, le mouvement puissant de l'animal sous elle, la liberté absolue. Puis un bruit avait attiré son attention. Elle avait ralenti. S'était approchée d'une clairière, là, partiellement cachée derrière un arbre. Elle avait vu sa tante Véronique en conversation animée avec un homme à l'allure menaçante. 50 000 maintenant. 50 000 quand ce sera fait, disait Véronique en tendant une enveloppe épaisse à l'homme. Et la gamine ? Demandait l'homme d'une voix rauque. Je m'en fiche. Débarrassez-vous en... Faites-la disparaître. Qu'on ne la retrouve jamais. Sophie avait laissé échapper un hoquet d'horreur. Les 2 adultes s'étaient tournés vers elle. Elle avait fait demi-tour. Talonnant Aurore pour s'enfuir, elle entendait le bruit d'une course derrière elle. Puis une main s'était refermée sur sa jambe, l'arrachant brutalement de sa selle. Sophie se réveilla en sursaut, le corps couvert de sueur, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas un simple rêve. Elle en était certaine. C'était un souvenir si longtemps enfoui qu'il avait fallu toute la puissance de son subconscient pour le faire remonter à la surface. Sans réfléchir, elle s'habilla à la hâte et sortit dans la nuit. L'horloge du manoir indiquait 3 heures du matin, mais elle se dirigea néanmoins vers l'entrée principale. Le vieux Joseph, gardien de nuit, la reconnut immédiatement. « Mademoiselle Sophie », murmura-t-il avec respect, utilisant spontanément son vrai prénom. « Que faites-vous dehors à cette heure ? Je dois voir mon père, Joseph. C'est urgent. » Le vieil homme hésita à peine. « Bien sûr, mademoiselle. Je vais vous conduire. » Il la guida à travers les couloirs silencieux du manoir, jusqu'à la chambre d'Armand. Il frappa doucement, puis plus fort lorsqu'aucune réponse ne vint. Finalement, la porte s'ouvrit sur Armand, les cheveux ébouriffés, vêtu d'une robe de chambre en soie bordeaux. « Sophie » s'étonna-t-il en la voyant. « Que se passe-t-il ? Je dois vous parler. » Maintenant, alarmé par l'urgence dans sa voix, il s'effaça pour la laisser entrer. « Joseph, apportez-nous du thé, s'il vous plaît. » Une fois seule, Sophie se mit à faire les 100 pas dans la chambre, incapable de contenir son agitation. « J'ai vu ce qui s'est passé, » annonça-t-elle sans préambule. « Je me souviens. » Armand s'assit lentement sur le bord de son lit. « Tu te souviens du jour de ta disparition ? » ?»« Oui, c'était Véronique. J'étais à cheval dans la forêt et je l'ai surprise en train de payer un homme pour me faire disparaître. » Sa voix tremblait d'une colère contenue. « Elle a explicitement demandé qu'on ne me retrouve jamais. » Armand ferma les yeux, comme si cette confirmation d'une vérité qu'il soupçonnait déjà lui causait une douleur physique. « Ils m'ont vue, » poursuivit Sophie. « J'ai essayé de fuir, mais l'homme m'a rattrapée et arrachée de ma selle. »« Et ensuite ?» demanda doucement Armand. Sophie secoua la tête, frustrée. « C'est tout ce dont je me souviens. Le reste est toujours flou. » Un léger coup à la porte annonça l'arrivée de Joseph avec le thé. Ils attendirent en silence que le vieux serviteur dispose le plateau et se retire. « As-tu d'autres souvenirs qui remontent ?» interrogea Armand en lui tendant une tasse fumante. « Des fragments ?» Elle s'assit enfin, les mains enroulées autour de la tasse pour en absorber la chaleur. « Je me souviens de vous, de toi, me lisant des histoires le soir. Je me souviens du goût des tartes aux pommes que Marthe préparait chaque dimanche. » Un sourire mélancolique passa sur le visage d'Armand. « Marthe est toujours là, tu sais. Elle a pris sa retraite il y a 5 ans, mais elle vit dans le petit pavillon au bout du parc. Elle sera si heureuse de te revoir. » Sophie acquiesça, émue. « Je me souviens aussi de maman, vaguement, son parfum. Surtout, un mélange de jasmin et d'agrumes. Tu ne pouvais pas vraiment te souvenir d'elle, » murmura Armand. « Elle est morte en te donnant la vie. Je sais, mais j'avais sa photo près de mon lit. Je lui parlais tous les soirs avant de m'endormir. » Cette révélation sembla toucher Armand au plus profond. « Tu t'en souviens ?» Un silence confortable s'installa entre eux, comme si père et fille rattrapaient 18 années de séparation dans ces moments de communion silencieuse
Que faisons-nous maintenant ? Demanda finalement Sophie. À propos de Véronique, le visage d'Armand s'assombrit. Le détective continue son enquête. Il essaie de retrouver des témoins de l'accident de voiture, des preuves tangibles qui pourraient lier Véronique à ton enlèvement. Et en attendant, nous gardons cela entre nous. Véronique ne doit pas soupçonner que nous savons. Sophie acquiesça, comprenant la stratégie. Elle semble désespérée depuis l'annonce des résultats du test. Elle évite tout le monde. Bernard m'a dit qu'elle avait passé toute la journée enfermée dans son bureau. Elle prépare quelque chose, confirma Armand. Inquiet, peut-être tente-t-elle de couvrir ses traces ou de s'enfuir. Armand secoua la tête. Non, elle ne partira pas. Pas sans avoir essayé une dernière fois de garder le contrôle sur le domaine. C'est tout ce qui lui importe. Sophie reposa sa tasse. Soudain déterminée, nous devons la confronter. Avec mes souvenirs retrouvés et les preuves que le détective a déjà rassemblées, nous pouvons la faire craquer. C'est dangereux, objecta Armand. Véronique est imprévisible quand elle se sent acculée. Plus dangereuse que lorsqu'elle m'a fait enlever, rétorqua Sophie avec une pointe d'amertume. Elle m'a volé 18 ans de ma vie. Elle t'a fait croire que ta fille a été morte. Elle a presque détruit notre famille. Armand soupira profondément. Tu as raison, mais nous devons être prudents, stratégiques. J'ai une idée, annonça Sophie après un moment de réflexion. Demain, organisez une réunion avec Maître Duval. Prétendez que c'est pour finaliser les détails de mon retour légal. Assurez-vous que Véronique le sache. Et ensuite, nous la confronterons, tous ensemble, avec le détective et les preuves qu'il a rassemblées. Armand réfléchit, pesant les risques et les avantages de ce plan. Ça pourrait fonctionner, concéda-t-il finalement. Mais je veux que le détective soit là dès le début, et j'appellerai également la gendarmerie pour qu'elle se tienne prête à intervenir. Sophie acquiesça, soulagée qu'il approuve son plan. Demain, alors, ils restèrent encore un moment ensemble, planifiant les détails de la confrontation à venir. Lorsque Sophie se leva finalement pour regagner sa petite maison, Armand la retint doucement par le bras. « Tu pourrais rester ici, tu sais, c'est ta maison. » Elle lui sourit avec tendresse. « Je le sais, mais j'ai besoin d'un peu de temps pour m'habituer à être... » Sophie Valcourt. Il hocha la tête, comprenant. « Bien sûr, prends tout le temps dont tu as besoin. » Sur le chemin du retour vers les écuries, Sophie fit un détour pour voir Aurore. La jument dormait paisiblement, mais ouvrit un œil à son approche. « Tu savais depuis le début, n'est-ce pas ?» murmura Sophie en caressant son museau. « Tu m'as reconnue immédiatement. » Aurore souffla doucement, comme pour acquiescer. « Demain, nous allons confronter celle qui nous a séparés, » promit Sophie. Et ensuite, nous pourrons enfin tourner la page. Dans la douce obscurité de l'écurie, bercée par la respiration régulière de sa fidèle jument, Sophie sentit une paix nouvelle l'envahir. Les pièces manquantes de son identité se mettaient lentement en place, comme un puzzle trop longtemps inachevé. Elle était Sophie Valcourt, et demain, elle reprendrait définitivement sa place dans le monde auquel elle appartenait. Le jour de la confrontation se leva sur un domaine de Valcourt étrangement silencieux. Même les oiseaux semblaient en chanter plus doucement, comme s'ils pressentaient l'importance des événements à venir. Sophie se réveilla avant l'aube, après une nuit agitée peuplée de fragments de souvenirs. Elle s'habilla avec soin, optant pour une tenue simple mais élégante, un pantalon noir, une chemise blanche et une veste bleu marine. Pour la première fois depuis son arrivée au domaine, elle ne s'habillait pas comme une dresseuse de chevaux, mais comme l'héritière qu'elle était, au manoir. Armand avait déjà tout préparé. Le grand salon, rarement utilisé sauf pour les occasions spéciales, avait été arrangé pour la réunion. Un feu crépitait dans l'immense cheminée malgré la douceur de la journée, dissipant l'humidité qui imprégnait souvent ces vieilles demeures. « Tu es prête ?» demanda Armand lorsqu'elle le rejoignit. Sophie acquiesça, nerveuse mais déterminée. Et le détective ? Monsieur Renard est arrivé il y a une demi-heure. Il nous attend dans mon bureau avec toutes les preuves qu'il a pu rassembler. Et la gendarmerie. Le capitaine Lefebvre est prévenu. Il se tient à quelques minutes d'ici, prêt à intervenir au premier appel. Tout était en place. Il ne manquait plus que l'accusé. Bernard vint les informer que Maître Duval, l'avocat, venait d'arriver. Puis, quelques minutes plus tard, ce fut au tour de Véronique de faire son entrée. Contrairement à son habitude, elle n'arborait pas sa froide assurance. Son teint était pâle, ses yeux cernés, et ses mains trahissaient une légère nervosité
qu'elle tentait vainement de dissimuler. Quelle mise en scène, commenta-t-elle sèchement, en découvrant le grand salon préparé pour l'occasion. Un peu théâtral, non? Certaines situations méritent une certaine solennité, répondit calmement Armand. Sophie observait sa tante, cette femme qui avait tenté de la faire disparaître à jamais, avec un mélange de colère et de pitié. Comment en était-elle arrivée à comploter contre sa propre nièce, une enfant de 8 ans? Bien, reprit Véronique en s'installant gracieusement dans un fauteuil. Puisque nous sommes tous réunis, procédons. J'imagine que cette réunion concerne le changement d'identité de Mademoiselle Marchand. En effet, confirma Maître Duval en ouvrant son attaché-case. Nous sommes ici pour officialiser le retour de Sophie Valcourt parmi les vivants, avec toutes les implications légales que cela comporte. Véronique se crispa imperceptiblement. Je suppose que cela inclut son statut d'héritière du domaine. Entre autres choses. Oui, confirma l'avocat. Et qu'en est-il des 18 années pendant lesquelles elle était absente, insista Véronique, une lueur calculatrice dans le regard. Juridiquement parlant, ne pourrait-on pas argumenter que son abandon volontaire du domaine constitue une forme de renonciation? Sophie sentit la rage monter en elle. Abandon volontaire, répéta-t-elle, incrédule. Maître Duval s'éclaircit la gorge. Je crains que la notion d'abandon volontaire ne s'applique pas dans ce cas, mademoiselle Valcourt. Sophie était mineure au moment de sa disparition, et les circonstances de cette disparition sont pour le moins troubles. Que voulez-vous dire? Demanda Véronique, soudain tendue. C'est à ce moment qu'Armand fit un signe discret, et la porte du salon s'ouvrit pour laisser entrer un homme d'une 50aine d'années, à l'allure austère et au regard perçant. « Permettez-moi de vous présenter Monsieur Renard », annonça Armand. « Détective privé. » Véronique se leva d'un bond, le visage soudain livide. « Qu'est-ce que cela signifie, Armand? Pourquoi un détective? Veuillez vous rasseoir, Véronique, » ordonna calmement son frère. « Monsieur Renard va vous l'expliquer lui-même. » Le détective s'avança, déposant une serviette en cuir sur la table basse. « Mademoiselle Valcourt, j'ai été engagée il y a 2 semaines par Monsieur Armand Valcourt pour enquêter sur les circonstances exactes de la disparition de sa fille. Sophie, il y a 18 ans ?» Véronique se rassit lentement, comme si ses jambes ne la portaient plus. C'est ridicule. Cette histoire a été élucidée il y a des années. Un accident tragique, rien de plus. C'est ce que tout le monde a cru. En effet, acquiesça le détective en sortant plusieurs documents de sa serviette, jusqu'à ce que je découvre certains éléments troublants. Il étala méthodiquement des photocopies sur la table, relevés bancaires, rapports d'enquête, photographies. 3 jours avant la disparition de Sophie, vous avez retiré 100 000 € en liquide de votre compte personnel, commença Renard, pointant un relevé bancaire. Une somme considérable que vous n'avez jamais justifiée. Mes finances personnelles ne regardent que moi, se défendit Véronique. Mais sa voix manquait d'assurance. Le jour suivant, vous avez rencontré cet homme dans un café à Beaune. Le détective montra une photographie en noir et blanc, visiblement issue d'une caméra de surveillance. On y distinguait Véronique, plus jeune de 18 ans, assise en face d'un homme au visage dur, Marcel Fournier, un individu connu des services de police pour divers délits, dont enlèvement contre rançon. Véronique secouait frénétiquement la tête. « Je ne connais pas cet homme, cette photo est truquée. » 2 semaines après la disparition de Sophie, Marcel Fournier est mort dans un accident de voiture sur la départementale D114, poursuivit implacablement Renard. Une route isolée, à seulement 30 km d'ici. Sophie intervint alors, sa voix étonnamment ferme. C'est sur cette même route que j'ai été retrouvée, errant sans mémoire et conduite à l'orphelinat. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Véronique regardait tour à tour les visages accusateurs qui l'entouraient, comme un animal pris au piège. « Ce ne sont que des coïncidences », balbutia-t-elle. « Vous n'avez aucune preuve concrète. C'est là que vous vous trompez », répliqua Sophie en s'avançant. « Je me souviens, Véronique. Mes souvenirs reviennent. » Le visage de Véronique se décomposa. « Tu ne peux pas. Je vous ai vu dans la forêt ce jour-là. Vous étiez avec cet homme, Marcel Fournier. Je vous ai entendu lui dire de me faire disparaître, qu'on ne me retrouve jamais. Mensonge !» s'écria Véronique en se levant à nouveau. « Tu étais une enfant. Tes souvenirs sont forcément confus, manipulés par Armand qui t'a convaincu. Nous avons également retrouvé ceci. » L'interrompit le détective en sortant une lettre sous plastique. « Dans les effets personnels de Marcel Fournier, conservée par la police après son accident.
une lettre qui lui était adressée, signée simplement V, confirmant le versement d'une somme pour, je cite, « régler définitivement notre petit problème familial », Véronique semblait au bord de l'effondrement. Ses yeux cherchaient désespérément une issue, une échappatoire. Enfin, conclut Renard. J'ai retrouvé le fermier qui a découvert Sophie, ou Céline, comme on l'appelait alors, sur cette route départementale. Il m'a confirmé que la petite fille répétait un seul mot, encore et encore, « Aurore ». Armand se leva lentement, dominant sa sœur de toute sa stature. « C'est fini, Véronique, nous savons tout. Tu as payé cet homme pour enlever ma fille. Peut-être même pour la tuer. Par chance, il a eu un accident et Sophie a survécu, bien qu'ayant perdu la mémoire. Pourquoi ? Demanda simplement Sophie, les larmes aux yeux. Pourquoi avoir fait ça à une enfant ? Véronique la fixa un long moment, puis un rire sans joie s'échappa de ses lèvres. Pourquoi ? Tu oses me demander pourquoi ? Elle se tourna vers Armand. Parce qu'il m'a tout pris, toujours, depuis l'enfance. Nos parents ne voyaient que lui, le fils prodige, l'héritier, moi, j'étais l'accessoire, la fille dont personne ne savait quoi faire. Ses mains tremblèrent de rage. Quand tu as épousé Isabelle, j'ai pensé avoir enfin ma chance. Tu étais si fou d'amour pour elle que tu négligeais le domaine. C'est moi qui ai tout géré pendant des années, moi qui ai fait prospérer Valcourt. Et puis Sophie est née, Isabelle est morte, et après ton chagrin, tu as voulu tout reprendre. Alors tu as décidé de faire disparaître ma fille, pour me détruire. La voix d'Armand tremblait d'une colère contenue. Pour survivre, hurla Véronique, tu allais me chasser, me renvoyer à Paris comme une domestique congédiée, après tout ce que j'avais fait pour ce domaine. Elle s'effondra dans son fauteuil, soudain vidée de toute énergie. Je voulais juste qu'on la fasse disparaître, qu'elle soit placée dans une famille loin d'ici. Fournier a décidé seul de prendre d'autres mesures. Il disait que c'était plus sûr. Un silence glacial suivit cet aveu. Finalement, Maître Duval se leva et s'approcha de la fenêtre, faisant un signe discret vers l'extérieur. « Véronique Valcourt », annonça solennellement Armand. « Tu viens d'avouer avoir organisé l'enlèvement de ma fille, Sophie Valcourt. Les gendarmes sont dehors, attendant de t'emmener. » Comme pour confirmer ses paroles, des pas résonnèrent dans le couloir, et la porte s'ouvrit sur 2 gendarmes en uniforme, accompagnés du capitaine Lefebvre. Véronique ne résista pas lorsqu'ils l'approchèrent. Son regard était vide, résigné, avant de quitter la pièce. Cependant, elle se tourna une dernière fois vers Sophie. « Tu lui ressembles tellement, » murmura-t-elle. « À Isabelle. C'est aussi pour ça que je te haïssais. Tu me rappelais que jamais, jamais, Armand ne m'aimerait comme il l'a aimée, elle. » Puis elle se laissa emmener, droite et digne même dans la défaite. Lorsque la porte se referma derrière elle, un poids immense sembla se lever des épaules de Sophie. 18 années d'injustice venèrent de trouver leur résolution. Armand s'approcha de sa fille et pour la première fois, l'enlaça pleinement, sans retenue. Sophie se blottit contre lui, laissant enfin couler les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps. « C'est terminé », murmura Armand dans ses cheveux. « Tu es enfin chez toi. » 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Véronique. Le printemps s'installait doucement sur le domaine de Valcourt. Apportant avec lui une promesse de renouveau qui résonnait particulièrement pour ses habitants, Sophie se tenait sur la terrasse du manoir, contemplant les vignes qui s'étendaient à perte de vue. Les premiers bourgeons apparaissaient sur les ceps, annonçant un millésime que tous prédisaient exceptionnel, un symbole, peut-être, de cette nouvelle vie qui s'offrait à elle, Mademoiselle Sophie. Elle se retourna. Bernard, toujours aussi formel malgré ses tentatives pour l'appeler simplement « Sophie », lui tendait une enveloppe. « Le notaire vient de faire livrer ceci, les derniers documents à signer pour finaliser votre réapparition officielle. » Elle sourit, prenant l'enveloppe. « Merci Bernard. Mon père est-il dans son bureau ? » ?»« Oui. »« Mademoiselle, il vous attend. » Sophie traversa le manoir d'un pas assuré. Ses couloirs, jadis intimidants, lui semblaient désormais familiers. Chaque jour apportait son lot de souvenirs retrouvés, l'emplacement d'un jouet d'enfance caché dans une armoire, le goût d'un plat préféré, la sensation du parquet sous ses pieds nus lors des chaudes nuits d'été. Elle trouva Armand penché sur des registres, ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. « Ah, Sophie !» l'accueillit-il avec un sourire chaleureux. « Entre, je t'en prie. » Elle prit place face à lui, déposant l'enveloppe sur le bureau. Les derniers papiers du notaire. Il acquiesça. Une fois signé,
Tu seras officiellement Sophie Valcourt aux yeux de la loi. Plus de Céline Marchand. Un silence méditatif s'installa entre eux. Tu sais, reprit doucement Armand, tu n'es pas obligé d'abandonner complètement Céline. Cette identité fait partie de toi, de ton histoire. Sophie hocha la tête, touchée par sa compréhension. J'y ai pensé, en fait. J'aimerais garder Céline comme deuxième prénom. Sophie Céline Valcourt, un rappel des 2 vies que j'ai vécues. C'est une excellente idée, approuva Armand. Je ferai modifier les documents en conséquence. Un autre silence, plus léger cette fois. As-tu des nouvelles d'elle ? Demanda finalement Sophie. Le visage d'Armand s'assombrit. Il savait parfaitement à qui elle faisait référence. Son procès est prévu pour septembre. Son avocat plaide des circonstances atténuantes, mais avec ses aveux et les preuves accumulées, elle risque combien ? 15 à 20 ans, selon le procureur. Sophie contempla cette information. Malgré tout le mal que Véronique lui avait fait, elle ne ressentait plus cette rage brûlante des premiers jours après la révélation. « J'irai témoigner », décida-t-elle. Non pas pour l'accabler, mais pour dire ma vérité. Armand hocha la tête avec respect. « Tu as toujours été plus clémente que moi. Ce n'est pas de la clémence, » corrigea-t-elle doucement. « C'est de la liberté. Je refuse de laisser la haine qu'elle m'a portée définir mon avenir. » Un coup discret à la porte interrompit leur conversation. C'était Joseph, le vieux majordome. « Pardonnez-moi de vous déranger, mais mademoiselle Marthe est arrivée. » Le visage de Sophie s'illumina. Marthe, l'ancienne cuisinière du domaine, avait été comme une grand-mère pour elle durant son enfance. Leur retrouvaille, quelques jours après l'arrestation de Véronique, avait été émouvante au-delà des mots. « Fais-la entrer, Joseph », demanda Armand. La vieille dame apparut, son visage ridé rayonnant d'affection. Elle portait un panier couvert d'un torchon à carreaux. « J'ai fait des tartes aux pommes », annonça-t-elle fièrement. « La recette que tu aimais tant, Sophie. »« Oh, Marthe !» s'exclama Sophie, en s'approchant pour l'embrasser. « Tu n'aurais pas dû te donner cette peine. Baliverne, j'attendais ce moment depuis 18 ans. » Les 3 générations s'installèrent sur la terrasse. Savourant les tartes encore tièdes et discutant des projets d'avenir pour le domaine, Armand évoquait des rénovations longtemps repoussées, tandis que Sophie partageait ses idées pour moderniser certains aspects de la production viticole, fort de ses études en agronomie. « Tu sais, » dit Marthe entre 2 bouchées, « ta mère serait si fière de te voir aujourd'hui. » Sophie sourit, émue. « J'aurais aimé la connaître. » « Tu lui ressembles énormément, » affirma la vieille dame. « Pas seulement physiquement, tu as sa force, sa détermination et son grand cœur. » Après ce moment de partage, Sophie s'excusa pour aller rendre visite à Aurore. La jument, malgré son âge avancé, restait vigoureuse et fidèle. En traversant les jardins, Sophie croisa Laurent, le jeune palefrenier qui travaillait désormais sous ses ordres directs. Elle avait en effet décidé de conserver la gestion des écuries, refusant d'abandonner la passion qu'elle avait développée en tant que Céline. « Tout va bien nos écuries ?» s'enquit-elle. « Parfaitement, mademoiselle », répondit Laurent avec enthousiasme. « Le nouveau poulain d'étoiles commence déjà son dressage. Il est prometteur. Excellent. J'irai le voir plus tard. » Aurore l'accueillit par un hennissement joyeux. Sophie entra dans le box et enlaça le cou puissant de l'animal, enfouissant son visage dans sa crinière blanche. « Tu es la seule qui n'a jamais douté, » murmura-t-elle. « Tu m'as reconnue immédiatement. » La jument souffla doucement, comme pour acquiescer. « Que dirais-tu d'une promenade ?» proposa Sophie, comme au bon vieux temps, quelques minutes plus tard. Elle galopait à travers les vignes, puis dans la forêt qui bordait le domaine. Sophie se dirigea instinctivement vers la clairière, ce lieu chargé de souvenirs douloureux qu'elle tentait maintenant d'apprivoiser. Elle mit pied à terre et laissa Aurore brouter paisiblement près du ruisseau. S'asseyant sur une souche, elle ferma les yeux, laissant les sons et les odeurs de la forêt l'envelopper. Ici même, 18 ans plus tôt, sa vie avait basculé. Ici même, aujourd'hui, elle choisissait de tourner définitivement la page. En rentrant au domaine, elle trouva son père qui l'attendait près des écuries, visiblement anxieux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, inquiète. « Oui, oui », la rassura-t-il. « C'est juste que, quand tu pars comme ça, dans cette forêt… » Sophie comprit immédiatement. La peur ne l'avait jamais vraiment quittée. « Je suis désolée,
J'aurais dû te prévenir. Non, c'est moi qui suis ridicule, soupira-t-il. Tu es une adulte maintenant. Je dois juste m'habituer à ne plus avoir peur. Elle descendit de cheval et vint l'étreindre spontanément. Ça prendra du temps. Pour nous deux. Ils regagnèrent ensemble le manoir, discutant de projets d'avenir, de la prochaine vendange, de la vie qui reprenait son cours normal. Ce soir-là, après un dîner joyeux en compagnie de Bernard et de quelques amis proches, Sophie monta dans sa chambre, son ancienne chambre d'enfant, qu'elle avait finalement accepté de réinvestir après quelques réaménagements. Elle s'approcha de la fenêtre, contemplant le domaine baigné par la lueur argentée de la lune. Tant de souvenirs douloureux, mais aussi tant de joie retrouvée. Un léger coup à la porte la tira de sa rêverie. « Entrez !» dit-elle. Armand apparut, tenant un petit coffret en bois sculpté. « J'ai retrouvé ceci dans le grenier », expliqua-t-il en lui tendant l'objet. « Il t'appartenait ?» Sophie ouvrit délicatement le coffret. À l'intérieur se trouvait un carnet à la couverture de cuir usé, ainsi qu'un médaillon en argent. « Mon journal », murmura-t-elle, reconnaissant immédiatement l'objet. « Et le médaillon de maman. Tu écrivais dedans tous les soirs ?» confirma Armand. « Quant au médaillon, c'était mon cadeau pour ton 8e anniversaire. Il contient une mèche de ses cheveux. » Sophie ouvrit le petit pendentif, découvrant à l'intérieur une boucle de cheveux châtains et une minuscule photo. Des larmes de gratitude lui montèrent aux yeux. « Merci, papa », dit-elle simplement, lorsqu'Armand la quitta. Sophie s'installa près de la fenêtre et ouvrit le journal. L'écriture maladroite d'une enfant de 8 ans s'étalait sur les pages jaunies, relatant des journées insouciantes, des rêves innocents, des moments de bonheur simple. La dernière entrée datait de la veille de sa disparition. « Demain, papa m'a promis une longue promenade avec Aurore. J'ai hâte. J'emporterai des pommes pour le goûter. Je suis la fille la plus heureuse du monde. » Une larme tomba sur la page, pas une larme de tristesse, mais de réconciliation avec son passé. Sophie ferma doucement le journal et se leva pour s'approcher de la fenêtre. Au loin, la silhouette blanche d'Aurore se détachait dans le pré baigné de lune. Plus près, dans le jardin, une silhouette qu'elle reconnut comme celle de son père se promenait lentement, savourant la douceur de la soirée. 18 années perdues, mais toute une vie devant elle. Une vie de Sophie Céline Valcourt, héritière du domaine, dresseuse de chevaux, fille retrouvée. L'ombre du passé s'était enfin dissipée, laissant place à la lumière de l'avenir.